Assalamu alaikum, avec vous Madame Dirkawi Urkia. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction de l'examen final concernant le module technique d'optimisation ou bien méthode d'optimisation. Bien, donc l'examen contenait premièrement des questions de cours et deuxièmement des exercices. Donc pour les questions de cours, on a 4 questions. Donc la première question est la suivante. Pour une heuristique, quel est l'avantage majeur et quel est l'inconvénient majeur? Expliquez. La deuxième question, définir le benchmarking en optimisation. La troisième question, classer ces problèmes avec les complexités suivantes. Rho de n au carré, rho de n log de n, rho de n factoriel et rho de 2 à la puissance n. La quatrième question, pour chacune des techniques d'optimisation suivantes, marquez avec oui ou non pour les caractéristiques citées ci-dessous. Donc, je vous donne un tableau ici, récapitulatif, qui contient ici en ligne les différents algorithmes. L'algorithme en programmation linéaire, le simplex, le enchaînement, l'algorithme glouton, le PPV ou bien l'algorithme plus proche voisin, l'algorithme de la descente de gradient, l'algorithme de recul simulé, l'algorithme tabou et l'algorithme génétique. Et je vous donne ces caractéristiques-là. Donc dans le tableau, j'ai pris les abréviations. Donc, par exemple, l'abréviation ou bien l'acronyme RSU veut dire est-ce que ces algorithmes-là sont à recherche, c'est-à-dire leur stratégie est une stratégie de recherche à solution unique, ou bien la solution à population, ou bien une recherche à population de solutions. Je vais corriger ici. Recherche pour être homogène dans mes questions. Recherche à population de solutions, c'est l'abréviation RPS. Il y a aussi la caractéristique recherche complète, RC, la caractéristique recherche incomplète. Il y a la qualité heuristique, est-ce que c'est-à-dire l'algorithme il est une heuristique ou non, est-ce que c'est une méta-heuristique, est-ce que c'est une méthode exacte, est-ce que c'est une méthode approchée, est-ce que c'est un algorithme qui se termine en un temps raisonnable, est-ce que c'est un algorithme qui est sensible à la taille du problème et est-ce qu'il fait preuve de l'optimum. Donc il faut ici dans le tableau mentionner dans chaque case le oui ou non. Donc oui, le PLESU ou non, d'accord. Donc c'est sûr que l'étudiant, pour qu'il puisse remplir ce tableau, il devait avoir l'idée sur chaque algorithme, sa stratégie de recherche et son principe algorithmique. Bien. Donc, on va commencer la correction. Donc, premièrement, pour les questions de cours. Donc, la première question qui disait, pour une heuristique, quel est l'avantage majeur et quel est l'inconvénient? Bien sûr, expliqué. Inconvénient majeur. Donc, la réponse est la suivante. L'avantage majeur d'une heuristique est qu'elle donne une solution en un temps rapide, ou bien raisonnable, ou bien un temps pratique. Donc, c'est-à-dire la convergence, elle est rapide dans un temps, c'est-à-dire pratique. L'inconvénient majeur est qu'elle tombe dans le piège de l'optimum local, c'est-à-dire parce qu'elle converge rapidement vers une solution qui n'est pas exacte, qui est approchée, elle peut tomber dans le piège de l'optimum local, donc par conséquent rater la convergence vers l'optimum global. Donc ici, et par conséquent, rater la convergence vers l'optimum global. D'accord? Bien. Donc, parce que le but d'une résolution, c'est d'atteindre l'optimum global, que ce soit un maximum ou bien un minimum. Donc, l'inconvénient majeur d'une heuristique, c'est que elle tombe dans le piège de l'optimum global parce que sa convergence, elle est rapide. Bien. Donc, elle reste une heuristique parce qu'elle est spécifique à un problème. Elle n'est pas générale. Bien. La deuxième question. Définir le benchmarking en optimisation. Donc, en informatique, un benchmark est un banc d'essai permettant un jeu d'essai permettant de mesurer les performances d'un système pour le comparer à d'autres. Donc, le benchmarking en optimisation est utilisé pour évaluer les performances des algorithmes ou bien des familles d'algorithmes ou bien des méthodes algorithmiques d'optimisation comme les recherches locales déterministes et les méta-heuristiques d'optimisation globale.
Bien, donc c'est un outil d'évaluation de nos algorithmes et des résultats donnés par les algorithmes. Bien. Troisième question, classer les problèmes, bien ces problèmes, selon leur complexité. Donc, le problème de complexité rho de n est un problème facile de classe P, parce qu'il est en fonction d'un polynôme de degré 1. Le problème de complexité rho de n au carré est un problème facile, donc il appartient à la classe P. Donc, il est arrondi par un polynôme d'ordre 2. Et tout algorithme arrondi par un polynôme est un problème facile de classe P. C'est-à-dire la classe des problèmes de complexité rho de n log de n est aussi un problème facile qui appartient à la classe P. Et puis, il y a la complexité ou bien le problème de complexité rho de n factoriel, c'est un problème difficile de classe MP, non déterministe, c'est-à-dire problème. Et puis, on a le problème de complexité rho de 2 à la puissance n est un problème difficile de classe MP. Bien, donc vous avez classé les problèmes, bonne réponse. La quatrième question, pour chacune des techniques d'optimisation suivantes, ou bien des algorithmes d'optimisation suivants, marquez avec oui ou non pour les caractéristiques citées ci-dessous dans le tableau. Donc, on a déjà parlé des différentes caractéristiques. Maintenant, c'est ça les différents, le tableau, on va le remplir. Vous voyez que pour la programmation linéaire, le simplex, l'algorithme du simplex, est-ce que c'est un algorithme à recherche, c'est-à-dire le RSU, donc recherche à solution unique? Oui, c'est un algorithme à recherche à solution unique. Pour le branchement de bande, la même chose, c'est un algorithme à recherche, c'est-à-dire de recherche à solution unique. Pour l'algorithme glouton, oui, c'est une recherche à solution unique. La PPV aussi, descente de gradient aussi, recul simulé aussi. Aussi. Il n'y a que l'algorithme génétique qui est un algorithme évolutionniste. C'est un algorithme à population de solutions. Donc, la réponse est non. Bien. Pour la réponse à la caractéristique recherche à population de solutions, non pour tous les algorithmes. Il n'y a que le oui pour le génétique. Pourquoi? Parce que l'algorithme génétique, c'est un algorithme à solution, c'est-à-dire à population à recherche. C'est-à-dire la recherche, elle se fait par une population de solutions. Donc, tout ce qui reste pour les autres algorithmes, c'est l'algorithme à recherche unique, à solution unique. Donc, c'est l'inverse de la première colonne. On a que des noms partout et un oui pour l'algorithme génétique. Pour la caractéristique RC, c'est quoi ici? C'est la recherche complète. Donc, pour la recherche complète, la programmation linéaire, le simplex et le branchement de bande sont des algorithmes exacts. Donc, la recherche, elle est complète. Tout ce qui reste, le glouton, PPV, descente, le recuit, tabou et génétique, ce sont des heuristiques et méta-heuristiques, donc on va faire des non partout. Donc il y a le oui que pour le PL, programmation linéaire, et le branchement de bande. Pour la recherche incomplète, c'est toujours l'inverse de la colonne précédente. Pourquoi? Parce que le PL et le branchement de bande, puisque c'est des algorithmes à recherche complète, donc c'est sûr qu'ils ne sont pas des algorithmes à recherche incomplète. Donc non. Et non, vous voyez que quand même la réponse a été un petit peu facile et logique, donc la question elle est facile quand même. Surtout si l'étudiant a révisé les différents algorithmes et leurs principes de recherche et de résolution. Donc on a un non pour la PL, un non pour le branchement de bande, tout ce qui reste c'est un oui. Pour la caractéristique heuristique, est-ce que c'est une heuristique ou non? Bien sûr la PL c'est pas une heuristique, c'est une méthode exacte, donc non. Branchement de bande, non, c'est pas une heuristique, c'est une méthode exacte. Pour l'algorithme glouton, PPV et descente de gradient, oui, c'est des heuristiques. Pour le recuit simulé, tabou et génétique, non, c'est pas des heuristiques, c'est des méta-heuristiques. Donc, c'est la colonne suivante, la MH. Parce que MH ici, c'est méta-heuristique. Est-ce que c'est une méta-heuristique ou non? Donc, c'est l'inverse de la colonne précédente. On a un non pour PL, non pour branchement de bande, non pour glouton, non pour PPV, non pour descente de gradient. C'est des heuristiques. Le recuit simulé, tabou et l'algorithme génétique, c'est des méta-heuristiques. Donc, c'est un oui partout. Le EX, est-ce que c'est un algorithme exact? PL, oui, c'est un algorithme exact. Branchement de bande, oui, c'est un algorithme exact. Tout ce qui reste, parce que c'est des heuristiques et méta-heuristiques, on va marquer les cases par le non. Bien. Maintenant, est-ce que le AP, c'est quoi? AP, est-ce que c'est une méthode approchée? Bien sûr, c'est le contraire de la colonne précédente. L'APL n'est pas le simplex n'est pas un algorithme approché, donc c'est non. Le branchement de bande, c'est pas un algorithme approché, il est exact, donc c'est non. Et tout ce qui reste pour les heuristiques et méta-heuristiques, c'est un oui, parce que la solution, elle est approchée. C'est des algorithmes approchés.
Pour le TTR, est-ce qu'il termine en un temps raisonnable? Puisque la programmation linéaire et le motion band, c'est des algorithmes quand même qui sont un petit peu... ici, pour la PL, on pouvait dire oui et non. Les deux cas sont bons. Donc, c'est non et non pour le motion band. Tout ce qui reste, c'est un oui pour les heuristiques et métaheuristiques. Oui, il termine dans un temps raisonnable. Parce que les heuristiques et métaheuristiques viennent pour répondre à la complexité des méthodes exactes comme la PL et le motion band, qui terminent dans un temps coûteux. Donc, c'est sûr qu'ils terminent dans un temps raisonnable. Est-ce qu'ils sont sensibles à la taille du problème? Bon, pour la PL et le motion band, puisqu'ils convergent automatiquement, donc, ne sont pas sensibles à la taille du problème. Tout ce qui reste pour les heuristiques et métaheuristiques, oui, ils sont sensibles à la taille du problème. Pour la preuve de l'optimum, bien sûr que les méthodes exactes, ils font preuve de l'optimum, parce que c'est des algorithmes exacts qui convergent automatiquement vers la solution optimale, totale, globale. Donc on va marquer oui pour la PL, oui pour le motion band, et tout ce qui reste pour les méthodes approchées, c'est les heuristiques et métaheuristiques, c'est un non. Parce que la garantie de la solution optimale, elle n'est pas, on n'a pas une garantie sur c'est-à-dire la convergence vers la solution optimale. Donc la qualité de la solution, elle est approchée. Ok, on peut faire des améliorations pour rendre la qualité meilleure, mais ça reste toujours des heuristiques et des méta-heuristiques. Donc la preuve d'optimum n'est pas toujours valide. Bien. Donc cela termine la réponse à la quatrième question et aux réponses à la question, aux questions de cours. On va passer aux exercices. Donc le premier exercice, c'est l'algorithme d'enchaînement. Ok, c'est une méthode exacte. Donc je vous donne ici un cas d'étude, on peut dire un cahier des charges, une petite problématique, et on voudrait la résoudre avec l'algorithme d'enchaînement. Donc l'énoncé du cas d'étude est le suivant. Le propriétaire d'un atelier d'usinage envisage de s'agrandir en achetant de nouvelles machines, des presses et des tours. Le propriétaire a estimé que chaque presse achetée augmentera les profits de $100 par jour et que chaque tour augmentera les profits de $150 par jour. Donc s'il va acheter, c'est-à-dire une machine de type presse, donc il va augmenter ses profits de $100. Et s'il va acheter et utiliser une machine de type tour, donc il va augmenter ses profits de $150. Donc on a deux types de machines, machine presse et machine tour. Le nombre de machines que le propriétaire peut acheter est limité par le coût des machines et l'espace au sol disponible dans l'atelier. Les prix d'achat de la machine et les besoins en espace sont les suivants. Donc, si on a une machine de type presse, on a besoin de 15 mètres carrés d'espace dans l'atelier pour pouvoir l'installer. Et le coût de l'installation est de $8000. Pour la machine de type tour, on a besoin de 30 mètres carrés d'espace dans le sol pour l'installer. Et on a de sol dans l'atelier pour l'installer. Et le coût d'installation est égal à $4000. Je termine le cahier des charges ou bien les contraintes du problème. Le propriétaire dispose d'un budget de $40 000 pour l'achat des machines de type presse et tour et il a 200 mètres carrés d'espace au sol disponible. Donc le propriétaire veut savoir combien de chaque type de machine acheter pour maximiser l'augmentation quotidienne des bénéfices. Donc les questions du problème de l'exercice sont les suivantes. Premièrement, modéliser le problème en problème d'optimisation. Deuxièmement, quelle est la nature de ce problème? Donc c'est sûr, lorsqu'on a notre modèle, la nature on va directement déduire la nature du problème. Quel est l'algorithme utilisé pour résoudre ce problème selon l'illustration ci-dessous? C'est ça l'illustration que je donne. Ok. Et puis, la quatrième question, remplir les vides en pointillés dans la figure d'illustration. Vous voyez ici qu'il y a des pointillés en rouge, on doit les remplir pour terminer la validation de l'illustration. Cinquièmement, écrire l'algorithme de la technique utilisée, expliquer les étapes de la résolution pour chaque nœud avec des expressions pertinentes et lisibles, et quelle est la solution optimale. Bien, donc ça c'est l'illustration graphique. Donc c'est sûr que selon l'illustration, on est sûr que c'est un algorithme motion band. Ok, parce que l'algorithme motion band c'est un algorithme à recherche arborescente. Donc la stratégie de recherche génère un arbre. Chaque ligne de l'arbre sont les problèmes et les sous-problèmes du problème original. On va voir ça par la suite. Donc, je vais commencer à répondre aux questions. La première question, c'est la modélisation. Donc, c'est très important de bien réussir la modélisation parce que si le modèle est bon, on peut le résoudre correctement. Donc, la modélisation, on a déjà vu les étapes de la modélisation dans des vidéos précédentes. Donc, la modélisation, c'est une étape très importante et cruciale
dans cet exercice parce que l'algorithme, il a comme donnée d'entrée le problème d'optimisation, bien le modèle qui est le problème d'optimisation, qui est un modèle formel et mathématique. Donc, premièrement, on a vu que pour déduire ou bien pour modéliser, on doit déduire les concepts du modèle. Donc, pour un problème d'optimisation, dans notre cas qui est un problème d'optimisation avec contrainte et c'est un problème d'optimisation mono-objectif, donc on a un seul objectif, on a ici les concepts du modèle, ce sont les variables de décision, la fonction objectif, les contraintes sur les variables. Donc, selon l'exercice, parce que le modèle, il doit modéliser les contraintes du problème et bien sûr nous donner ce que veut le client ou bien le propriétaire. Le propriétaire veut savoir combien il peut acheter de machines de type presse et de type tour pour pouvoir augmenter son profit. Bien sûr, en respectant les contraintes données ici dans l'exercice, comme la surface dans l'atelier pour installer les machines qui est égale à 200 mètres carrés, et bien sûr son budget pour pouvoir acheter les machines qui est égal à 40 000 $. Bien. Donc, la fonction objectif, c'est sûr que c'est une maximisation, parce qu'on peut avoir ou bien une maximisation ou bien une minimisation. Dans notre cas, on voudrait maximiser le profit du propriétaire, donc c'est sûr que c'est une maximisation. Donc, avant de parler de la fonction objectif, le premier concept à déduire, c'est les variables de décision. Quelles sont les variables? Bien, quelle est la sémantique qui va nous donner ces variables? Donc, c'est sûr que c'est très important cette étape parce que si on va déduire les variables et leur sémantique, les contraintes et la fonction objective vont être déduits facilement. Donc c'est sûr que dans notre cas d'une façon directe, les variables, on a deux types de variables, x1 et x2, avec x1 est le nombre de machines presque que le propriétaire veut acheter, et x2 est le nombre de machines de type tour que le propriétaire peut acheter. Et bien sûr qu'il peut acheter selon les contraintes. La fonction objective, c'est une maximisation parce qu'on veut maximiser le profit. Donc, puisqu'on a ici pour l'achat et l'utilisation d'une machine de type presse augmente le profit de 100 $, et de type tour augmente le profit de 150 $. Donc, c'est sûr que en maximisation, c'est 100 fois x1 plus 150 fois x2. Très bien. Pour les contraintes, on doit respecter le budget du propriétaire et la surface de l'atelier. Donc 8000 x1, 8000 c'est le coût d'installation de la machine de type presse, c'est mentionné ici dans le tableau. Et 4000 $, c'est le coût d'installation de la machine de type tour. Donc c'est sûr que je dois respecter ces contraintes. Donc 8000 x1 plus 4000 x2 doit être inférieur à 40 000. On ne doit pas dépasser le budget du propriétaire. Et bien sûr, on n'utilise pas l'égalité, on utilise les inégalités pour l'ouverture du modèle. Le 15x1 plus 30x2 inférieur ou égal à 200, c'est respecter la surface qui est disponible dans l'atelier du propriétaire. Bien sûr, les variables sont positives, donc supérieur ou égal à 0, et bien sûr, ce sont des entiers, parce qu'on va acheter des machines, donc on a une machine, deux machines, trois machines, c'est-à-dire on ne peut pas avoir des machines... le nombre de machines fractionnées, donc c'est des variables entières. Donc, ça, on a terminé notre modélisation. On a la fonction objectif, mon objectif. On a les contraintes sur les variables et on a les variables qui sont les contraintes d'intégrité, qui sont x1, x2 supérieur ou égal à 0 et les x sont des entiers. Donc, automatiquement, quelle est la nature du problème? Donc, il s'agit d'un problème d'optimisation avec contraintes linéaires en nombre entier, c'est un PLNE. Donc, ici, on est sûr que c'est un problème difficile. Le simplex ne peut pas s'appliquer à ce problème. Donc, ici, je peux ajouter pour être plus large. C'est un problème d'optimisation avec contrainte linéaire en nombre entier, monocritère. D'accord. Donc, c'est puisque c'est un PLNE, un problème en nombre entier. Donc, c'est un problème difficile. On a le problème de combinatoire, de l'explosion combinatoire, difficile. Ok? Donc, puisque c'est un problème difficile, c'est sûr que le simplex ne peut pas le résoudre. C'est un problème linéaire, mais c'est un problème linéaire en nombre entier. Et le simplex, c'est un algorithme facile, mais qui résout des problèmes linéaires sur les réels et pas sur les entiers. Parce que sur les entiers, on a le problème de combinatoire. Donc, c'est un problème difficile.
Donc la troisième question, quel est l'algorithme utilisé selon l'illustration? Donc l'algorithme utilisé est le branching band, ou bien séparation par évaluation, avec une relaxation continue linéaire. Puisque on a un problème linéaire, donc on va utiliser la relaxation linéaire pour pouvoir résoudre ce problème avec l'algorithme du branching band. Ça, c'est la troisième question. La quatrième question, remplir les vides du branching band. Donc j'ai rempli, on avait ici des vides sur les variables de branchement. Quelle est la variable de branchement, quelle est sa valeur? Ici, c'est dans chaque nœud, on devait évaluer le upper bound, c'est-à-dire la fonction, le upper bound qui est la bande supérieure, et bien sûr, ici, la valeur de lower bound. Ok, bien. Donc, j'ai rempli ici. Donc, ici, on a la racine, c'est-à-dire le nœud racine, avec la résolution du problème relâché. Et puis, on a le upper bound et lower bound dans chaque nœud, l'évaluation et la borne F, l'évaluation qui est le UB et la borne F qui est le LB, bien sûr. Donc, ici, les XI, donc on a commencé avec le X2. Ici, c'est les différentes valeurs de X2 pour le branchement. Deuxième, ici, à ce nœud-là, on va s'arrêter parce que c'est un nœud optimal. On a une valeur entière ici. Et pour les autres nœuds, ici, on branche sur X1 et ici sur X2. On a en général 7 nœuds dans cet arbre de l'algorithme de branching band. Donc la cinquième question, donner l'algorithme du branching band, très bien. Donc on va le donner l'algorithme, bien sûr selon ce qu'on a vu dans le cours. Donc l'algorithme, dans notre cas, c'est un cas de maximisation, parce que on peut utiliser le même algorithme pour le cas de maximisation et pour le cas de minimisation, ok. Donc je vais énoncer le problème selon le cas de maximisation, parce qu'on a une maximisation. Je voulais ici revenir à la question ici. Ouais, je veux corriger ici, c'est monocritère, c'est un problème monocritère, M ici, bien. Je me suis rappelé que j'aime pas les erreurs d'orthographe. Bien, donc l'algorithme, donc automatiquement chaque algorithme il a des entrées et des sorties, et bien sûr la stratégie utilisée sur les données d'entrée pour avoir la sortie. Donc notre entrée c'est un problème de maximisation, c'est un problème d'optimisation linéaire en nombre entier PLNE, et c'est un problème de maximisation. Pour la sortie, c'est sûr, on veut avoir le X étoile, la solution optimale exacte, parce que le PL c'est un problème, le branching band est un algorithme exact, et aussi la valeur de la fonction objective qui est le Z étoile. Ok, bien. Maintenant, la première étape de l'algorithme, c'est l'initialisation. Donc, premièrement, pour initialiser notre algorithme, on doit premièrement relâcher le problème. On a un PLNE, on doit le relâcher. Donc, utiliser c'est-à-dire le relâcher pour pouvoir utiliser l'algorithme du simplex pour l'évaluation. Parce que les étapes du branching band, il y a l'évaluation, le branchement et, bien sûr, c'est-à-dire la résolution, la solution. Donc, pour l'évaluation, on va utiliser l'algorithme du simplex. Donc, on doit avoir le problème linéaire sur les réels. Donc, on va le relâcher. On va utiliser une relaxation continue linéaire. Comment on va obtenir cette relaxation continue linéaire? On va relâcher notre problème ici. Au lieu d'avoir... moi, j'avais le... Très bien. Je vais voir où est-ce que j'ai utilisé... Non. Donc, normalement, je devais écrire l'algorithme relâché. Je vais le récapituler ici. Ok. Donc, bien, à ce niveau-là, donc ici, le problème relâché en utilisant la relaxation continue linéaire pour pouvoir utiliser bien sûr l'algorithme simplex pour l'évaluation. Donc on va enlever ici la restriction sur les entiers. Donc on va laisser que les contraintes d'intégrité qui mentionnent que les XI sont positives, dans leur temps positif. Vous voyez,
Donc, comme ça, on a un problème linéaire sur le réel et on peut le résoudre avec le simplex. Vous voyez, ça, c'est le problème relâché. Je vais corriger ici le mot relâché. On commence avec un chapeau sur le A. Très bien. Donc, très bien. Donc, vous voyez ici que dans la modélisation, j'avais cette... normalement, ici, je vais l'écrire ici au niveau de la... Bien. Donc, je termine mon exposé, bien ma correction. Donc, une fois qu'on a modélisé, je remplis les vides. J'ai le problème branch and band. Donc, je voudrais placer la relaxation dans la question 3. Donc, j'ai ici... Comment je dois l'écrire ici? CTRL-V. OK. Donc, je termine mon exposé. Bien. Donc, on a terminé avec la modélisation. Première question. Deuxième question, c'est un problème linéaire en nombre entier PLNE. L'algorithme utilisé au branch and band. J'ai rempli les vides avec les upper band, lower band et les variables de branchement ici, les x2, leurs valeurs, etc. Maintenant, je vais expliquer comment j'ai obtenu ces valeurs-là, etc. Donc, cinquièmement, l'algorithme pour le cas de maximisation. Donc, on a comme entrée le problème de maximisation. La sortie, le x étoile, la solution optimale exacte, parce que le branchement est une méthode exacte. Et puis, z étoile, qui est la valeur optimale de l'objectif. Donc, comme initialisation, on doit résoudre la relaxation ici. Donc, on doit relâcher le problème en enlevant les restrictions sur les entiers. Donc, on n'a pas, les x sont des réels pour pouvoir utiliser l'algorithme du simplex comme évaluation au niveau de chaque nœud. Bien. Et le simplex, il va calculer le upper bound, le upper bound qui est la borne supérieure parce qu'on est dans le cas d'une maximisation. Bien. Donc, l'initialisation, avant d'entrer dans le, c'est-à-dire le système itératif, parce que l'algorithme branch and band est un algorithme itératif, chaque nœud, c'est-à-dire au niveau de chaque nœud, on fait la même chose. On calcule le upper bound avec le simplex. Lower bound, c'est une heuristique pour trouver le lower bound. Et puis, on doit brancher en choisissant un xi de branchement et une valeur de branchement. Bien, avec des heuristiques. Donc, on va calculer un upper bound là, qui est la borne supérieure par la méthode du simplex. On résout le problème relaxé qu'on va noter P sur une relaxation linéaire continue. Et puis, on va calculer le lower bound par une heuristique. Lower bound, c'est une heuristique qui donne des solutions entières. Donc, comment on calcule ce LB en faisant des arrondis à l'inférieur de la solution fractionnée du problème relâché. Nota, mais ici je vais expliquer c'est quoi le symbole, bien l'acronyme UBLB. Donc, LB, c'est en anglais lower bound, LB, lower bound, qui est en français la borne inférieure. Donc, le résultat de la solution optimale en nombre entier arrondi à l'inférieur. Lower bound, c'est une valeur entière pour pouvoir, c'est-à-dire arriver à la solution optimale qui est entière du problème original. Maintenant, le upper bound, c'est l'abréviation de upper bound en anglais, c'est la borne supérieure. C'est le résultat de l'évaluation grâce au simplex. Donc, il donne la solution optimale du problème relâché. Bien sûr, avec le simplex, l'algorithme du simplex. Bien. Parce que parmi les soucis d'un branch and band, c'est le choix de la fonction d'évaluation. Comment on va évaluer chaque nœud. Donc, très bien, pour le PLNE, on est tranquille. L'algorithme utilisé pour l'évaluation, c'est le simplex, c'est un algorithme facile, exact. Donc, on va l'utiliser, bien sûr, à condition de relâcher, on utilise la relaxation. On relâche le problème original en enlevant les conditions sur les variables, le fait d'être entier. Mais, bien sûr, on va respecter cette relaxation en utilisant le LB pour pouvoir encadrer le upper bound. Bien. Normalement, le principe du branch and band, je l'ai bien expliqué dans des vidéos précédentes. Très bien. Donc ça, c'est la première étape d'initialisation. Maintenant, on va passer au branchement. On va commencer maintenant la génération des nœuds grâce au branchement. Bon, on va choisir une variable de branchement. C'est sûr que la variable de branchement, c'est une variable non entière. Parce qu'on va résoudre ici la relaxation dans le premier nœud qui est le nœud racine. Ça va donner un upper bound grâce au simplex. Donc, vous voyez que la solution, elle est fractionnée, elle n'est pas entière parce qu'on a un problème linéaire sur les réels. Donc, le lower bound, on va faire une approximation. On va prendre x1 que la valeur entière, x1 égale à 2, x2 égale à 5,
et on va remplacer ça dans la fonction objective, on va avoir 950. Donc c'est une approximation entière de la, c'est-à-dire de la solution trouvée par le simplex, qui est une solution fractionnée ici. Ok, bien. Maintenant, très bien. Donc le branchement. Comment on va choisir la variable de branchement? Parce qu'on a x1 et x2. Est-ce qu'on choisit x1 ou bien x2? Deuxièmement, si on va choisir une variable, par exemple x1, quelle est la valeur qu'on va, sur laquelle on va brancher? Donc ici, ça c'est les deux paramètres très importants dans le branchement de bande. C'est, on va utiliser des heuristiques pour choisir la variable de branchement, et bien sûr des heuristiques pour choisir la variable de affectée à la variable de branchement choisie. Donc ici dans notre cas, on va choisir une variable non entière, c'est-à-dire de la solution trouvée, et une constante de chaque variable qui est x étoile. On va créer deux branches, des deux sous-problèmes P1 et P2. Donc on va générer deux nœuds, donc deux branches, et chaque branche elle a n nœuds. Donc nota ici, le choix de la variable de branchement xi est une heuristique, et même de la valeur c'est une heuristique. Donc dans notre cas, comment on va choisir le xi? On va sélectionner la variable avec la plus grande partie fractionnaire pour le branchement x2. Donc on a x1 dans notre cas, vous voyez que on a x1 égale à 2,22, x2 égale à 5,56. Une des heuristiques, puisque c'est une maximisation, on va prendre la variable dont la partie fractionnaire elle est maximale. Donc ici on a la partie plutôt la partie fractionnaire ou bien décimale. Ici on a pour le x1 0,22 et pour le x2 0,56. Donc la valeur maximale c'est celle de x2. Donc on va choisir x2 pour le branchement. Vous voyez qu'on a choisi x2. Comment on va trouver les variables de branchement? Bien les contraintes ici qu'on va ajouter pardon, pour chaque sous-problème. Ici on va faire des arrondissements. Donc on a x1 égale à 2,22. Donc et x2 égale à 5. Donc on va brancher sur x2. Donc on a 5,56. Donc la valeur minimale entière c'est 5. La valeur maximale entière c'est 6. Donc x2 inférieur égal à 5. x2 supérieur égal à 6. Donc 5 et 6 c'est des arrondissements vers les valeurs entières de x2. Bien. Donc ici c'est une récap. On va choisir une variable non entière xy. On va créer deux branches. On obtient deux sous-problèmes sous la forme pi. Pi plus 1 et pi plus 2. Donc on a déjà le p0 bien le p... c'est-à-dire le premier problème qui est la racine de l'arbre. Et on va générer deux nœuds avec deux branches. Donc le premier problème c'est P1, le deuxième problème c'est P2. Donc P1, comment on va l'obtenir? C'est avec le PI, le premier c'est PI plus 1 qui est le P1. On va l'obtenir en ajoutant la contrainte XI supérieur ou égal à XI plus 1. Et le P2 c'est PI plus la contrainte XI inférieur ou égal à XI. Ici les deux, c'est-à-dire ici les deux, comment ça on appelle ça? C'est des, ces symboles-là, les crochets. Donc avec XI, c'est la partie entière de XI. Vous voyez, on a pris la partie entière de XI. La partie entière de XI, c'est 5. Donc on va prendre la variable minimale 5 et on va rajouter un 1 parce que c'est entier, donc 6. Donc on a x2 inférieur égal à 5, x2 supérieur égal à 6. Ça, c'est une heuristique pour choisir la valeur de la variable x2 qui est choisie comme variable de branchement. Bien, donc vous voyez que ici c'est donc je récapitule: l'heuristique pour le choix de la variable de branchement et l'heuristique pour le choix de la valeur de la variable de branchement. Ici de la valeur, il faut être précis, de la valeur de la variable de branchement. On doit utiliser une heuristique pour choisir la variable sur laquelle on va brancher. Une fois qu'on choisit la variable, quelle est la valeur de cette variable pour pouvoir se brancher? Donc l'heuristique pour le choix de la variable, on va créer deux contraintes ou deux sous-ensembles pour éliminer la partie fractionnaire de la valeur de la solution et voir laquelle est la plus éloignée de la valeur entière arrondie. C'est-à-dire quelle est la variable qui a la plus grande partie fractionnaire en valeur absolue. Donc ici le x1 est égal à 2,22, x2 égale 5,56. C'est les résultats via la solution du problème relâché qui est que je vais noter... non, pas P1, P2, parce que P1, P2, c'est les sous-problèmes. Ici, je vais noter P0. Ok, bien. Pour pouvoir, c'est-à-dire suivre cette notation ici. On appelle le PI plus 1 égale à PI plus la contrainte. Et PI plus 2, c'est PI plus la contrainte. Donc, le premier problème, c'est-à-dire le problème P0, qui est le problème ici de la racine. Ici, c'est P0. Ça, c'est P1, P2, P3, P4, P5, etc. C'est les sous-problèmes.
Donc ici on a P0, donc P0 plus 1 c'est P1 et P0 plus 2 c'est P2. Donc on a deux sous-problèmes, P1 et P2. Bien. Donc l'heuristique pour le choix, donc on a la solution de P0 qui est égale à 2,22 et x2 égale 5,56, puisqu'on a choisi le x2 comme valeur de branchement, parce qu'on a la partie fractionnelle de x2 qui est égale à 0,56 et supérieure à la partie fractionnelle de x1 qui est égale à 0,22. Donc la partie 0,56 de 5,56 est la plus grande partie fractionnaire, ainsi x2 sera la variable sur laquelle nous allons brancher, ou bien pour pouvoir séparer notre problème. Maintenant, l'heuristique pour le choix de la valeur de la variable, donc on a choisi x2, quelles sont les variables de branchement? Les valeurs de x2 pour pouvoir séparer. On prend la partie entière de la valeur fractionnée de x2 et on crée deux contraintes. Donc x2 inférieur égal à la partie entière x2 et x2 supérieur égal à la partie entière de x2 plus 1. Donc ici, la partie entière de x2 c'est 5, donc on a x2 inférieur égal à 5 et x2 supérieur égal à 6. Donc on a deux contraintes, on va ajouter chaque contrainte au problème original, relaxé ou bien relâché. On va obtenir deux sous-problèmes, P1 avec la contrainte x2 inférieur égal à 5 et P2 avec la contrainte x2 supérieur égal à 6. Donc, en d'autres mots, nous allons créer deux programmes linéaires alternatifs en prenant en compte respectivement que x2 doit être inférieur ou égal à 5 d'une part et x2 doit être supérieur ou égal à 6 d'autre part. Donc ici, c'est l'illustration algébrique et géométrique. Donc l'illustration algébrique ici de P1, on a ajouté au problème relaxé la contrainte x2 inférieur ou égal à 5 et pour P2, on a ajouté la contrainte x2 supérieur ou égal à 6. Donc on a de nouveaux sous-problèmes. Sur le plan géométrique, on a divisé le problème originel, c'est-à-dire l'espace, ça s'appelle ici l'espace des solutions faisables ou bien l'espace admissible. On va le diviser en des sous-problèmes, des sous-espaces. Donc pour le premier espace, qu'on a x2 inférieur égal à 5, on a tracé ici le x2 inférieur égal à 5. Vous voyez, donc on a c'est-à-dire on a rétréci l'espace général du problème. Ici on a ça, c'est l'espace admissible. Et pour le deuxième sous-problème, son schéma est cet espace-là. On a pris la partie ça ici, parce qu'on a ajouté x2 supérieur ou égal à 6. Donc, avec l'intersection des différentes droites, donc on a l'espace faisable, c'est ce petit espace-là en bleu. Donc on a deux nœuds, chaque nœud il a un sous-problème, qui est bien sûr la séparation du problème original. Et on va résoudre chaque problème avec les mêmes étapes de résolution. Pour l'évaluation, on va utiliser le simplex pour avoir le upper bound, le UB, et le lower bound, c'est si on va trouver la solution entière. On va faire la mise à jour du lower bound. Bien. Donc, troisième étape de l'algorithme, diviser le problème selon les deux contraintes. Pour chaque nœud I, calculer le UBI de ce nœud par la méthode du simplex. Donc, l'évaluation, on va utiliser l'algorithme du simplex. Donc, maintenant, les conditions d'arrêt, ou bien les conditions pour pouvoir séparer, la condition pour pouvoir supprimer le nœud, ou bien la condition pour pouvoir dire que c'est un nœud à solution optimale. Parce qu'on a trois nœuds dans un, ou bien quatre nœuds dans un branchement de bande. On a le nœud optimale, qui obtient une solution optimale. Dans notre cas, lorsqu'on trouve une solution entière avec les valeurs les variables avec des valeurs entières. Deuxièmement, si on a un nœud supprimé ou bien élagué, dans le cas où le UBI est inférieur à LB. Et deuxièmement, lorsqu'on a, c'est-à-dire lorsqu'on a un nœud courant, c'est-à-dire qui est susceptible d'être séparé. Bien. Donc, la condition est la suivante. Si UBI ici, normalement, c'est LBI. Parce que le I, selon le cas de... Donc, UBI est supérieur à LBI. Ici, c'est aussi LBI. Parce que ça peut changer si on trouve un nouveau LBI. Bien. Donc, bien. Parce que normalement, dans le branch and band, dans l'arbre, oui, bien. On pouvait laisser le LB ou bien le UBI, c'est kiff-kiff. L'essentiel, cette LB, elle est, c'est-à-dire, elle n'est pas, on ne va pas changer la valeur du LB qu'on a estimé heuristiquement dans le nœud racine que lorsqu'on va trouver une solution entière. Donc, si le UBI est supérieur à LBI, alors si UBI est fractionné, c'est-à-dire on a une solution fractionnée pas entière, alors on va séparer ce nœud en allant vers le 2, c'est-à-dire pas. On commence par le choix de la variable, etc., de branche. On revient à l'étape 2. Maintenant, sinon, si le UBI est entier, on trouve une solution entière. Alors, premièrement, on doit mettre à jour le LBI. Donc, c'est un nouveau LBI qui est égal à UBI, la solution entière trouvée. Et on va séparer en revenant au nœud 2. Vous voyez ici dans l'arbre, ici, au nœud 6, on a trouvé ici, vous voyez, on a, dans tous les nœuds, on a, c'est-à-dire, on a, 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 on a,
on a toujours utilisé comme LB la première valeur estimée dans le nœud racine qui est 950. Vous voyez ici c'est 950, 950. Mais lorsque dans le nœud 6 on a trouvé une valeur 1000 avec des valeurs, c'est-à-dire dans le UB, en utilisant le simplex, par hasard on a trouvé une solution entière. Parce que le simplex c'est xi supérieur ou égal à 0. Donc on a trouvé le x1 égal à 1 et le x2 égal à 6. Et le UB égal à 1000. Donc c'est une valeur entière sur solution. C'est non optimal. Donc on va mettre à jour le LB et de donner la nouvelle valeur de LB qui est 1000. Vous voyez que de 950 on a 1000. Et c'est sûr on va trouver une valeur supérieure à la valeur LB du début. Donc c'est cette nouvelle LBI qui va nous aider pour les autres nœuds pour pouvoir les supprimer ou bien les séparer. Bien. Donc très bien, je termine. Donc si maintenant, très bien. Ça, c'est pour le cas où UBI est supérieur à LBI. Sinon, dans le cas où UBI est inférieur à LBI, on a deux cas. Si c'est inférieur strictement, donc il faut supprimer le nœud parce qu'on est sûr que cette partie-là, elle ne contient pas une meilleure valeur. Donc, on va élaguer ou bien supprimer. On dit élaguer, c'est la terminologie du branchement de bande. Ou bien on dit supprimer le nœud. Et on va revenir à 2 pour pouvoir continuer avec le nœud ouvert. Courant. Sinon, si on a le UBI égal à LBI, donc sur valeur entière, alors c'est la solution. Comme c'est dans ce cas-là, dans le nœud 6, on a trouvé le UBI égal à LBI qui est égal à 1000. Donc ça, c'est une solution. La solution, c'est x1 égal à 1, x2 égal à 6 et la fonction objectif égale à 1000. Parce que les autres nœuds sont non réalisables. Bien. Donc, très bien. Ça, c'est l'algorithme du branchement de bande. Et pour mieux le comprendre, vous pouvez toujours voir les vidéos du cours. Maintenant, l'autre problème, c'est le cas de maximisation. Pour le cas de minimisation, c'est les mêmes étapes de résolution, mais on doit inverser entre le UB et le LB, entre la borne supérieure et la borne inférieure. Pour un modèle de minimisation, c'est les mêmes étapes de l'algorithme, mais les bornes supérieures et inférieures sont inversées. Très bien. Maintenant, une petite remarque concernant la réponse aux questions dans l'examen. Donc, l'étudiant, dans sa feuille, ne devait pas automatiquement donner les mêmes étapes que j'expose. C'est-à-dire de la même façon. Ce sont les mêmes étapes. Hein. C'est ça, c'est les étapes de la branchement de bande. C'est la stratégie de recherche. Mais chaque étudiant peut exprimer l'algorithme d'une façon différente. Même s'il peut utiliser des graphismes, des illustrations géométriques, algébriques, sans problème. L'essentiel pour que la correction, bien la réponse soit correcte, il faut que l'étudiant, bien son algorithme, doit respecter la stratégie et le principe de l'algorithme de branchement de bande et les différentes étapes de cet algorithme exact. Ok? Donc la façon d'exprimer l'algorithme, on peut utiliser plusieurs façons. Ça c'est ma façon, c'est-à-dire j'ai exprimé ma façon d'une façon plus détaillée pour mieux faire comprendre la stratégie de résolution du branchement de bande. Bien, du PLM bien sûr. Très bien. Cela termine la cinquième question sur citer l'algorithme du branchement de bande. Maintenant, quelles sont les étapes de résolution? C'est toujours bien pour que je puisse savoir si l'étudiant il a bien compris l'algorithme. Normalement, c'est tout ce que j'ai expliqué, mais d'une façon, c'est-à-dire on doit l'exprimer d'une façon littéraire. Donc, les étapes de la méthode branchement de bande pour déterminer une solution entière optimale pour maximiser le modèle avec les contraintes inférieures et égales peuvent être résumées comme suit. On a un problème d'optimisation avec des contraintes inférieures et égales et c'est un problème de maximisation. Dans la première étape, on va commencer la méthode branchement de bande en résolvant d'abord la relaxation linéaire continue du PLNE, c'est-à-dire que les restrictions sur les nombres entiers sont enlevées ou relâchées. Le modèle de programmation linéaire relâché est le suivant, donc c'est le même modèle, mais on a enlevé la condition sur les x qui doivent être entières. On les a enlevés, donc ça c'est la relaxation linéaire continue. Donc pourquoi cette relaxation? C'est pour pouvoir évaluer chaque nœud en utilisant l'algorithme du simplex. On connaît une fonction, bien un algorithme d'évaluation qui est le simplex pour le cas d'un problème linéaire. Donc pour la méthode du simplex, on trouve la solution optimale relâchée qui est x1 égale à 2,22, x2 égale à 5,56 et le z égale à 1055,56. Une fois qu'on a évalué le premier nœud, le nœud racine, on a trouvé cette solution. Maintenant, la méthode du branchement de bande utilise un arbre, donc sur une recherche arborescente, composé de nœuds et de branches, comme cadre pour le processus de solution. Le premier nœud de l'arbre formé de branches et de nœuds est la racine qui contient la solution de programmation linéaire relâchée, illustrée précédemment, et la solution arrondie qui est la solution entière de LB. On note le upper bound, la bande supérieure UB,
le résultat de la solution optimale relâchée grâce au simplex, et le lower bound, qui est la borne inférieure LB, le résultat de la solution optimale en nombre entier, donc c'est une solution entière, qui est arrondie à l'inférieur de la solution fractionnée. Deuxième étape, on va sélectionner la variable avec la plus grande partie fractionnaire pour le branchement. On va créer de nouvelles contraintes pour cette variable, reflétant les valeurs entières partitionnées. Le résultat sera une nouvelle contrainte inférieure égale et une nouvelle contrainte supérieure égale. Maintenant, troisième étape, on doit créer de nouveaux nœuds, 1 pour la contrainte supérieure égale et 1 pour la contrainte inférieure égale, pour bien sûr la x2. Quatrième étape, plutôt ici, pas 5, c'est la quatrième étape. Résoudre le modèle de programmation linéaire relâché et étendu avec la nouvelle contrainte ajoutée à chacun de ces nœuds. La solution relâchée est la borne supérieure UB à chaque nœud et la solution entière maximale existante est la borne inférieure LB. Si le processus produit une solution entière réalisable égale à la plus grande valeur que la borne supérieure UB, alors la solution entière optimale a été atteinte. Si une solution entière réalisable UB est supérieure à LB, alors mettre à jour LB et revenez à 2. Si le UB est supérieur à LB, solution fractionnée non entière séparée, revenez à 2, étape 2. Si UB est inférieur à LB, alors supprimez ou bien élaguer le nœud. Ici, je vais changer la notation ici parce qu'on a 3. Donc, moi, c'est 4 ici. C'est 5. Et c'est 6. Donc, j'ai récapitulé les différentes étapes de l'algorithme. Ça, cette question, c'est pour voir que l'étudiant il a bien compris la stratégie de recherche, donc il va l'exprimer d'une façon, ça veut dire avec des phrases. Parce que dans l'algorithme, on a utilisé des expressions algorithmiques. Bien. Et j'ai plus détaillé pour la compréhension générale. Maintenant, bien, ce sont les étapes. Maintenant, la solution en E6 correspond au critère de problème originel, c'est-à-dire en nombre entier. Seul le branchement en 3 et 4 ont un UB supérieur en E6. Cependant, le branchement qui donne le nœud 5 et 7 ne possède pas de solution. C'est des sous-problèmes non réalisables. Donc, nous concluons que la solution optimale est trouvée en E6. Donc, la solution 7, quelle est la solution optimale? La solution en E6 correspond au critère du problème. Donc, elle est sur solution entière. Donc, nous concluons que la solution optimale est trouvée en E6. Donc, x1 égale à 1, x2 égale à 6 et z égale à 1000. C'est la solution entière. Puisque les autres nœuds sont non réalisables, donc c'est la seule solution entière. Si on avait des, c'est-à-dire, si par la résolution avec le simplex, ces nœuds-là ici, c'est-à-dire, c'est selon l'illustration graphique ici, si jamais on a résolu ces deux problèmes, s'ils étaient faisables et on les a résolus, on trouve une valeur UB supérieure à 1000, donc on va avec une valeur entière, donc on aura une autre solution, c'est-à-dire la solution optimale. Mais dans ce cas, puisque les autres nœuds, on a terminé avec ces nœuds parce qu'ils sont des nœuds non faisables, donc il n'y a pas de nœud courant, donc c'est sûr que la solution optimale c'est au niveau du nœud 6. Donc ici la question que l'étudiant peut poser, quel est le critère d'arrêt de ce problème? Bien, jusqu'à quel niveau on va arrêter de séparer? Donc, on est en train de générer des nœuds de séparer. C'est lorsque, c'est-à-dire le test d'arrêt ici, lorsque les nœuds ne peuvent plus être évalués, sur 3 conditions. Ou bien le nœud c'est un nœud solution ici, comme ce cas-là, ou bien le nœud c'est un nœud non réalisable, on va le supprimer, ou bien le nœud, c'est-à-dire donc la solution, ou bien c'est un nœud supprimé, très bien, ou bien c'est-à-dire il est non réalisable. Le UB, le LB, le UB est inférieur à LB. Ok, très bien. Donc la condition, toujours les conditions d'arrêt, ils sont en relation avec, c'est sûr, c'est ça la condition d'arrêt, parce que le UBI est supérieur à LB. Et tant que c'est le UBI est supérieur à LB, on arrête, on commence à séparer. Sinon, si c'est inférieur, on supprime. Si c'est égal, c'est la solution. Donc, on a le nœud courant qui peut être séparé, le nœud solution et le nœud supprimé. 3 types de nœuds principaux dans l'arbre de l'algorithme Blanch-Heinz-Bond. Très bien. Donc, cela termine l'exercice du Blanch-Heinz-Bond. Maintenant, l'exercice glouton qui est une heuristique. Donc, je vous donne toujours un cas d'étude et on voudrait le résoudre avec l'algorithme ou l'heuristique glouton. Donc, on cherche à sélectionner 5 nombres de la liste. Ça, c'est le cas d'étude, le cahier des charges du problème. On cherche à sélectionner 5 nombres de la liste suivante en cherchant à avoir leur somme la plus grande possible. Donc, on va maximiser une grandeur et en s'interdisant de choisir 2 nombres voisins. C'est une contrainte. Donc, on a ici une liste de nombres. On veut choisir 5 nombres de telle façon à maximiser la valeur ou bien la somme de ces nombres. À condition que
que les nombres ne soient pas voisins. Que veut dire voisin? Dans la liste, pas, c'est-à-dire le fait de dire 11 est voisin à 12, non. Dans la liste, par exemple, ici, le 4, il a comme voisin le 15 dans le côté gauche et le 20 dans le côté droit. Le 15, il a un seul voisin dans le côté droit, c'est le 4. Donc, on doit choisir des nombres qui ne sont pas voisins. Donc, la première question, écrire l'algorithme glouton pour cet exercice. Deuxième question, appliquer l'algorithme glouton sur le tableau. Vérifier, troisième question, vérifier que cette solution-là est une solution possible. Et que dire de la solution glouton? Donc, premièrement, ça, c'est la stratégie, ou bien le schéma général de la méthode glouton. Le méthode glouton, c'est un algorithme. Bon, glouton en anglais, c'est quoi? Bien en français, c'est gourmand. C'est-à-dire, le principe général de l'algorithme glouton, il est, c'est-à-dire, banal et direct. Il va passer d'un point vers un autre point voisin d'une façon rapide. C'est pour ça qu'on dit gourmand. D'une façon rapide parce qu'il veut atteindre l'optimum rapidement. Donc, il est gourmand. Il va, c'est-à-dire, se déplacer d'une façon gourmande, c'est-à-dire lorsqu'on a un cas de maximisation, il va vers le voisin qui a la plus grande valeur. Et si on a un problème de minimisation, il va vers le voisin qui a la petite valeur. Dans le but d'atteindre l'optimum dans un temps rapide. Donc c'est toujours bien, mais cette gourmandise, elle a un risque. Il peut tomber dans le piège de l'optimum local. C'est pour ça que, selon le principe de l'algorithme, on peut dire que c'est une heuristique parce que la garantie d'atteindre l'optimum global n'est pas toujours satisfaite et on peut avoir on peut tomber dans le piège de l'algorithme bien de l'optimum local et avoir une solution approchée. Donc l'algorithme global, c'est ça le principe général. On a nos données d'entrée, l'entrée casse une liste de nombres, on a les données d'entrée, on doit les trier. Donc ce tri, c'est selon l'objectif. Si on voudrait une maximisation, on va trier dans un ordre décroissant, du plus grand vers le plus petit, pour choisir les valeurs les plus grandes. Lorsqu'on a un problème de minimisation, on va les trier dans un ordre croissant, du petit vers le plus grand, pour pouvoir choisir les valeurs petites. Donc, une fois qu'on va trier les données d'entrée qui sont le E, on va initialiser une solution. On va prendre une solution initiale. Donc, le choix de la solution initiale, ça reste toujours random, aléatoire. D'accord? C'est toujours heuristiquement. Donc, c'est un algorithme itératif. Donc, le test d'arrêt, c'est quoi? Tant que la condition d'arrêt n'est pas satisfaite, on va sélectionner un nouveau X voisin c'est-à-dire à la solution initiale ou bien à la solution précédente. Et on va ajouter, si on peut ajouter cette solution, c'est toujours bien. Donc, on va l'ajouter. Sinon, on s'arrête. Donc, globalement, c'est ça le schéma général d'un algorithme glouton. On va l'appliquer à notre exercice. Donc l'application, comment on va la faire? Comme on souhaite avoir le plus grand résultat final, la stratégie glouton consiste à choisir à chaque étape le plus grand nombre possible dans les choix restants. Donc, puisque c'est l'algorithme glouton, la problématique c'est quoi? C'est choisir des 5 chiffres, bien 5 nombres, de telle façon que leur somme soit maximale. Donc c'est sûr qu'on va choisir le nombre maximal. Donc on va trier dans un nombre maximal. C'est-à-dire le choix va être un choix décroissant, du plus grand vers le plus petit. On va commencer par la valeur la plus grande, puis on va l'éliminer, c'est-à-dire enlever de la liste, puis on va prendre le deuxième voisin qui va être de valeur maximale, et ainsi de suite. Mais on a une contrainte, il faut choisir le nombre qui n'est pas voisin à ce nombre-là, donc il faut respecter la contrainte. Donc je vais l'appliquer, on va prendre, puisqu'on a notre liste principale, c'est cette liste-là. Donc c'est sûr qu'on va commencer avec le chiffre le plus grand, donc on va prendre le 20, très bien, ici le plus grand chiffre c'est le 20. Mais on doit éliminer ses voisins. Pourquoi? Pour que c'est sûr que dans l'itération suivante, on ne va pas choisir un de ses voisins. Pourquoi? Pour respecter la contrainte qui dit que les nombres choisis ne doivent pas être voisins. Donc, comment je vais appliquer moi cette stratégie? C'est-à-dire qui revient à ça. Est-ce que l'ajout est possible? Donc, l'ajout est possible si le nombre n'est pas voisin. Si les voisins, je ne peux pas le prendre, malgré qu'il a une valeur maximale. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va l'illustrer ici. Au début, je choisis le 20. Très bien. Et je vais barrer les deux voisins. Donc, je prends le 20, je barre le 4 et le 17. Donc, c'est sûr que dans la première itération, la deuxième itération, je ne vais pas choisir le 4 et le 11. Très bien. Deuxième itération, je prends toujours, donc c'est un algorithme gourmand. Il prend les valeurs maximales, parce qu'il veut maximiser. Donc, je vais voir dans la liste, il reste le 19 qui n'est pas barré. Donc, je prends le 19. Très bien. Et je vais barrer ses voisins, le 17 et le 18. Je prends le 19 et je barre le 17 et le 19. Et le 18, très bien.
Donc jusqu'à présent, je suis en train de construire la solution. C'est pour ça qu'on dit que l'heuristique glouton, bien, elle appartient aux algorithmes constructifs. On construit la solution itérativement de point vers point, en se déplaçant d'un point vers l'autre, d'une façon gourmande, d'une façon, si on voudrait maximiser, on prend le voisin à valeur maximale, si on voudrait minimiser, on prend un voisin à valeur minimale. Bien. Maintenant, la troisième itération, on prend donc on voit ici dans la liste, qu'est-ce qu'il reste comme valeur maximale? On a le 16. Donc on prend le 16 et on barre les deux voisins. Donc on prend le 16, je vais barrer le 11 et le 7. Très bien. L'itération suivante, on va dans la liste, on a comme valeur maximale le 15. Donc on barre son unique voisin qui est le 4. Donc déjà le 4 a été barré dans la première itération. L'itération qui suit, on va voir dans la liste quelle est la valeur la plus maximale. C'est le 14. Donc on prend le 14 et on va barrer le 7 et le 2. Très bien. Donc on a trouvé, c'est-à-dire pris 5 chiffres. Donc on arrête le processus, on arrête l'algorithme parce que la condition, bien la solution, c'est prendre 5 chiffres. Donc on va arrêter parce que le nombre est égal à 5. Très bien. Donc on a le 20, on a sélectionné le 20 au début, puis le 19, le 16, le 15 et le 14. Très bien, l'algorithme s'arrête. Donc ça, c'est la solution trouvée par l'algorithme glouton. Donc la somme totale de cette solution est 84. Très bien, on a 84, c'est-à-dire la valeur maximale des nombres choisis. Et on a respecté les conditions. Les nombres choisis ne sont pas voisins dans la liste, bien sûr. Donc le bilan de cette résolution, l'algorithme glouton conduit à choisir des nombres pour une somme totale de 84. Si on va, c'est-à-dire sommer 20 plus 19 plus 16 plus 15 plus 14, on a 84. Très bien. Troisième question, on voudrait vérifier si cette solution qui est 20, 18, 17, 16, 15 est une solution. Oui, c'est une solution. Donc c'est bien une solution. Pourquoi? Parce qu'elle respecte le problème. C'est-à-dire respecte les données du problème. C'est une solution qui contient 5 chiffres de la liste et les 5 nombres ne sont pas voisins dans la liste. Ils ne sont pas voisins les uns des autres. Donc si on va sommer cette solution, on va voir que la somme totale de cette solution vaut 86. Donc très bien, c'est une solution optimale. Donc c'est sûr que l'algorithme glouton, il a trouvé une solution avec une valeur de, c'est-à-dire dont la somme est 84. Pour la solution donnée comme question, c'est une solution mais qui a comme valeur maximale 86. Donc c'est sûr que la valeur, ou bien la solution trouvée par l'algorithme glouton, elle n'est pas exacte, elle est approchée. D'accord? Donc c'est pour ça, ici je vais supprimer cette redondante. Bien. Maintenant, pour pouvoir mieux comprendre ici, puisque c'est un algorithme constructif, pour mieux comprendre, on va prendre le 20 et on va barrer le... je vais prendre une accolade ici. On va barrer les voisins. Donc on prend le 20 pour dire que c'est une solution constructive. C'est l'algorithme constructif. Il construit la solution étape par étape. Je veux une accolade, moi. Ok, très bien. Donc au début, première itération, on prend le 20. Ici, à deuxième itération, on va prendre le 20 avec le deuxième chiffre choisi, c'est le 19. Donc, vous voyez qu'on construit la solution étape par étape. Dans la troisième itération, je choisis le 16. Très bien. Dans la quatrième itération, je choisis le... On a 16,15. Très bien. Jusqu'à présent, on a 4 chiffres. On a besoin sur le problème de 5 chiffres. Donc, la dernière itération qui complète la solution, c'est le chiffre, combien? 14. D'accord? Vous voyez? Donc, c'est un algorithme constructif. Il construit l'étape, la solution étape par étape en utilisant le voisinage. Il prend une solution initiale, donc le choix, il est random, il est aléatoire, et on va se déplacer vers le voisin d'une façon gourmande. On prend le voisin qui maximise, ou bien le voisin, dans le cas de maximisation, le voisin qui minimise. Bien, c'est pour ça que la première étape dans l'algorithme, c'est le fait de trier les données, donc croissant ou bien décroissant selon l'objectif. Donc vous voyez qu'on a construit la solution de 5 chiffres qui ne sont pas voisins et dont la valeur optimale est égale à 84, bien la valeur maximale. Mais puisqu'on a trouvé notre solution dont la valeur maximale est supérieure à la valeur maximale de l'algorithme glouton, qu'est-ce qu'on peut déduire dans la question 4 qui dit, la question 4, qu'est-ce qu'elle dit? Que dire de la solution glouton? Comment vous devez interpréter, juger la solution glouton? On remarque que la solution avec la somme égale à 86 est supérieure à 84
la somme de la solution trouvée par l'algorithme glouton. Par conséquent, la solution glouton n'était pas donc optimale, c'est une solution approchée ou bien approximative. C'est pour ça qu'on dit que c'est une heuristique qui appartient aux méthodes approchées ou bien approximatives. Très bien. Cela termine l'exercice 2, l'exercice 3 qui concerne l'heuristique des ondes de gradient. Donc on a une fonction f de x est égal à x au carré moins x plus 1. On veut trouver le minimum de cette fonction sur l'intervalle moins 10, 10 en utilisant l'algorithme de descente de gradient. Très bien. La première question, écrire l'algorithme de la descente de gradient pour cet exercice. Deuxième question, dérouler 2 itérations de cet algorithme en prenant comme solution initiale de la solution initiale x0 égale à 5 et comme alpha qui est le pas de déplacement ou bien le taux d'apprentissage, on appelle ça en machine learning, ou bien l'apprentissage automatique, on appelle le taux d'apprentissage qui est égal à 0,01. Bien. Donc très bien, pourquoi on déroule que 2 algorithmes d'itération? Pour voir que l'étudiant il comprend le principe de déroulement. Parce que l'étudiant, s'il ne comprend pas la stratégie de l'algorithme, premièrement, il ne peut pas l'implémenter et il ne peut pas l'appliquer à un exercice. Bien un problème. Donc pour pouvoir appliquer un algorithme, il faut déjà comprendre sa stratégie de recherche. Premièrement, il faut comprendre quelles sont les données d'entrée, quelles sont les données de sortie, et on a le principe d'algorithmique au début, au milieu. On a les données d'entrée qui vont être utilisées par le principe algorithmique pour donner la sortie ou bien le résultat. Bien. Donc l'algorithme de la descente de gradient, il est simple. On part d'un point initial x0 qui appartient au domaine de f, c'est-à-dire au domaine de définition de f. C'est sûr qu'on va pas prendre un point qui n'appartient pas au domaine de définition. Ici, au domaine de définition sur l'exercice, c'est moins 10, 10. Donc, c'est sûr qu'on va prendre un point qui appartient à moins 10, 10. Donc, moins 5, c'est-à-dire 1, 2, 0. L'essentiel, un point qui appartient à cet intervalle-là, qu'on appelle le domaine de définition. Donc, on a pris comme valeur initiale ici, dans notre cas, x0 égale à 5. On va prendre le compteur d'itération qui est le k. Donc, comme valeur initiale est égale à 0, et le alpha qui est le pas de déplacement, ou bien on l'appelle le taux d'apprentissage au machine learning, qui est égal à 0,001. C'est un paramètre très important qui est comme valeur, elle est dans l'intervalle 0,1. On l'appelle paramètre ou bien hyperparamètre parce que c'est un paramètre qui a une très grande influence sur la convergence de l'algorithme. Donc on l'appelle un hyperparamètre. Maintenant c'est un paramètre et on ajoute le mot hyper pour montrer ou bien qualifier ce paramètre comme étant très important sur la convergence de l'algorithme. C'est pour ça qu'on trouve plusieurs versions de la descente de gradient. Il y a des versions de descente de gradient avec des grands pas de déplacement. Et il y a des algorithmes de descente de gradient avec des petits pas. C'est selon le cas d'étude. Des petits cas pour ne pas tomber dans le piège de l'algorithme, c'est-à-dire le piège de l'optimum local et aussi pour atteindre l'optimum global. Donc c'est un algorithme itératif. Le test d'arrêt ici, on va voir qu'il y a plusieurs tests d'arrêt, on va en parler par la suite. Donc tant que le test d'arrêt est valide, d'accord, n'est pas valide normalement. Tant que le test d'arrêt n'est pas valide, on continue. Donc il est vrai. On va continuer. Donc, première étape, on va calculer le gradient. Ici, je le symbolise avec le nabla. On va calculer le gradient de la fonction f. Ici, on a une fonction à une seule variable. Donc, on a le gradient ici, c'est la dérivée première. Parce que si on a une fonction à plusieurs variables, on va utiliser la dérivée les dérivées partielles. Ici, puisqu'on a une seule variable, donc on va utiliser la dérivée, c'est-à-dire la dérivée sur une variable. Donc, on va calculer le nabla f de x, le gradient de la fonction f de x au point x. Donc, le nabla f de x et le gradient de la fonction f au point xk. On va mettre à jour la solution xk plus 1 qui est égale à xk moins le alpha nabla f de x. On va incrémenter le compteur des itérations k égale k plus 1. Ici, k égale k plus 1. Très bien, corrige toujours les erreurs. Hein. Et on va, à l'étape 4, répéter 1, 2, 3, les étapes 1, 2, 3, jusqu'au critère d'arrêt. Bien, donc c'est très facile. Le principe, il est simple, malgré que cet algorithme est très fort. Mais son principe, il est vraiment très simple. Mais l'idée d'utiliser le gradient, c'était une idée vraiment d'un mathématicien. D'accord? Pour trouver ces deux formules, calculer le gradient et trouver le nouveau point, le nouveau voisin, qui est égal à xm moins alpha nabla f de x. Bien. Donc, quel est le test d'arrêt? Généralement, le critère d'arrêt est la forme
la valeur absolue de fxk plus 1 moins fxk inférieur ou égal à epsilon. Epsilon, c'est une précision qui est très très petite, qui est contenue entre 0 et 1. Donc, c'est-à-dire, lorsque la valeur, c'est-à-dire la valeur objective au point voisin, c'est-à-dire au nouveau point, elle est très proche de la valeur objective du point précédent. Donc on arrête. Ce critère semble logique puisqu'on décide d'arrêter quand la différence entre les valeurs de la fonction prise en deux points différents est très peu significative, signifie qu'on a convergé. Donc si la différence est très petite, donc elle est inférieure à epsilon, donc c'est 0,00001, donc c'est une différence très très petite, donc on arrête. On a trouvé une solution optimale qui est à un certain epsilon près. On dit que c'est une solution optimale à un certain epsilon près. D'accord? L'epsilon, il est choisi d'une façon aléatoire. C'est une valeur très petite. C'est une précision. On dit que c'est une précision. Un autre critère d'arrêt très utilisé est celui du nombre d'itérations. On réalise un nombre fini d'optimisation pour les étapes 1, 2 et 3. Donc en général, on fixe un nombre maximal d'itérations, par exemple 1000. Lorsqu'on atteint ce nombre maximal, on arrête. Parce que des fois, on peut... C'est pour ça, grâce à alpha, la valeur de alpha choisie, on peut tomber dans le... c'est-à-dire avoir beaucoup d'itérations. Donc, pour arrêter, on fixe un nombre maximal d'itérations. Normalement, le premier critère d'arrêt ici, cette différence significative ici, c'est-à-dire la valeur absolue de fxk plus 1 moins fxk inférieur ou égal à epsilon, c'est-à-dire elle tend vers 0, donc presque fxk plus 1 égale f de xk à un certain epsilon près. Elle est logique, c'est une test d'arrêt logique, mais des fois, ça nous mène à un nombre maximal d'itérations. Donc pour le limiter, on fixe un nombre d'itérations. Donc on peut utiliser chaque test solitaire ou bien on peut prendre les deux tests en même temps, tant que la différence est inférieure à epsilon ou le nombre maximal d'itérations est inférieur ou égal à 1000 par exemple, un nombre qu'on fixe selon le cas d'étude. Très bien. Deux éléments a priori négligeables quand on regarde l'algorithme, qui sont en réalité cruciaux, primordiaux, très importants pour le bon fonctionnement de l'algorithme. Il y a le point d'initialisation de x0 et la valeur du taux d'apprentissage ou bien du pas de déplacement alpha. Donc ce sont deux paramètres très importants pour le bon déroulement de la méthode descente de gradient. La méthode descente de gradient est un algorithme très performant, efficace, qui est très utilisé et spécifiquement en machine learning, c'est-à-dire en IA, dans l'intelligence artificielle, mais il a deux points très importants que le développeur, bien le concepteur, doit leur donner beaucoup d'importance. Ils sont des paramètres cruciaux, primordiaux, importants. Il y a le point initial, x0, il faut bien choisir le point initial pour minimiser bien sûr le coût de développement, le déroulement de l'algorithme, et aussi la valeur du taux d'apprentissage, le alpha, ou bien le pas de déplacement. Donc il ne faut pas prendre des pas trop grands et pas des pas trop petits. C'est pour ça qu'il y a des versions de la méthode descente de gradient à pas, à grands pas et à petits pas, selon le cas d'étude bien sûr. Et bien sûr, pour le bon choix de x0 et alpha, globalement, c'est dans la phase de test de l'algorithme. On va essayer de choisir ou bien de tester toutes les valeurs de alpha et les valeurs initiales pour pouvoir se décider sur le choix de la bonne solution initiale et du bon pas de déplacement. Donc, un mauvais point d'initialisation ou un taux d'apprentissage peu adapté peut empêcher l'algorithme de converger vers le minimum. Donc, ça peut, c'est-à-dire, ces deux paramètres, ils ont un impact sur la convergence de l'algorithme. Ça peut même donner, c'est-à-dire, rater l'optimum global à une très grande distance. Bien. Donc, pour la deuxième question, comment on va dérouler deux itérations pour pouvoir comprendre l'algorithme, pour que je vois que l'étudiant a bien compris l'algorithme. Donc, premièrement, on a comme solution initiale de alpha égale 0,01, x initial égale à 5, k égale à 0. Donc, première itération, on calcule le gradient qui est nabla f de x égale 2x moins s, c'est la dérivée première de la fonction f de x. Donc, on va calculer le gradient qui est égal, on va donc prendre le x, on doit trouver delta f de x, puisque x égale à 5, donc c'est 2 fois 5 moins 1 égale à 9, et on va chercher le deuxième point voisin qui est égal à x0, le point d'avant moins nabla, c'est-à-dire le gradient fois le alpha, donc on a 5 moins 9 fois 0,001, donc on trouve 4,991, et on va incrémenter le compteur d'itération. On a l'itération 1.
puisque 0 plus 1 égale à 1. Deuxième itération, on va chercher le gradient avec sur le deuxième point, le nouveau point qui est égal à 4,991. Donc on va remplacer le x par 4,991 moins 1, donc on a 8,992. Donc on voit qu'il y a une dégradation, c'est-à-dire du gradient. Donc le x égale à x d'avant qui est 4,991 moins le gradient fois 0,01, on trouve 4,98. Donc on voit qu'on est en train de, c'est-à-dire de minimiser. Donc et on continue bien sûr k égale à k plus 1 et ainsi de suite. Donc ces deux itérations, le déroulement de ces deux itérations montre que l'étudiant il a bien compris le principe de l'algorithme. Je m'excuse pour la rapidité parce que j'ai pris trop de temps pour expliquer. Bien. Donc globalement ça c'est des références bibliographiques que j'ai utilisées pour quelques illustrations graphiques. Maintenant pour les révisions, si l'étudiant veut mieux comprendre ces corrections et corriger ses erreurs, il peut consulter ces chaînes YouTube sur le branch and bound et sur la complexité. Je vais vous laisser les liens dans la description. Bien, donc si je prends le lien ici par exemple, je vais copier le lien. Donc ou bien vous allez copier le lien de la description, vous allez l'attacher ici dans un navigateur. Je vais lancer le Google Chrome. Bien sûr, selon le navigateur que vous utilisez. Ça prend beaucoup de temps parce que la connexion elle est un petit peu... Bien. Je copie ici le lien. Très bien. Vous voyez qu'on a la vidéo concernant le branch and bound. Il y a plusieurs partie de la vidéo, donc avec vous, Madame Derkaourkia. Donc je vous présente aujourd'hui une des méthodes de techniques d'optimisation, qui est la méthode branch and bound, et bien sûr qui utilise des relaxations du problème original. Bien. Donc vous lancez le YouTube. Donc pour se mettre dans le contexte, donc c'est un algorithme de résolution d'un problème d'optimisation. Bien. Et c'est un algorithme qui fait partie de la branche des méthodes d'optimisation exactes. Parce qu'on a vu qu'il y a deux axes. Il y a les problèmes d'optimisation exacts et les problèmes d'optimisation approchés. Donc, le branch and bound est une technique de résolution des problèmes d'optimisation, c'est-à-dire de façon exacte. Ça nous donne la solution optimale exacte. Bien. Donc, on remarque que suivant son nom, l'algorithme a c'est-à-dire c'est dans son nom qu'on trouve la stratégie et le principe global de la technique. C'est le branch and bound, c'est en anglais. Donc le branch, ça veut dire branchement, ou bien séparation. Et le bound, c'est-à-dire borne, bien calcul de la borne, bien même évaluation du nœud de l'arbre. On trouve aussi l'application de l'algorithme PSE, c'est-à-dire procédure par séparation et évaluation, ou bien B and B, c'est-à-dire branch and bound. C'est des dénominations qu'on trouve dans la bibliographie. Donc le principe global de l'algorithme vient de l'idée ou bien du comportement divisé pour régner. On sait que c'est un principe qui nous permet, c'est-à-dire si on a un problème complexe, de le décomposer pour pouvoir le dominer ou bien le résoudre. Donc c'est ce principe-là qui est englobé dans le fond de la méthode branch and bound. Je termine sur la modélisation. C'est de trouver une solution optimale, bien sûr, de notre problème d'optimisation. Comment? En divisant ou bien en partitionnant, donc en séparant notre espace de résolution en plusieurs méthodes de techniques d'optimisation. On rappelle que l'idée générale de résolution d'un problème d'optimisation, c'est l'exploration de l'espace de recherche de ce problème d'optimisation. Donc pour se mettre dans l'espace de recherche, c'est l'intersection de la représentation graphique de chaque algorithme qui fait partie dans l'espace de recherche ou bien le domaine admissible, parce qu'on a vu qu'il y a deux solutions, et les problèmes d'optimisation